GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, radio et télé pour les GG. On continue régulièrement notre face au GG avec les candidats à l'élection présidentielle. Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc. J'ai commencé alors. Mais Jean-Luc Mélenchon qui est avec nous. Bonjour, monsieur le candidat à l'élection présidentielle. Discuter avec Mehdi Guézard, Joël Dagossiri et Kevin Bossuet. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, c'est bien sûr l'Ukraine qui nous intéresse. Il y a un sommet européen à Versailles. Il y a des négociations qui commencent entre les ministres des Affaires étrangères en Turquie. C'est la première fois que Ukrainiens et Russes à ce niveau-là se retrouvent en Turquie. Moi, j'ai du mal à comprendre votre position sur cette histoire, parce que je vous ai entendu dire il faut pas livrer d'armes, il faut pas d'embargo, et tout ça, bien sûr, se discute. Il faut pas que la France appartienne à l'OTAN. Bon, il faut avoir une position neutre. Mais comment on arrête un envahisseur si on n'a pas des moyens de pression de le stopper? Non, mais d'abord, vous résumez ma position, vous êtes mignon, mais c'est pas ça. Moi, je dis, article 1, ne pas être aligné en général, c'est-à-dire tirant les leçons de cet événement. Il faut arrêter avec la mentalité de la guerre froide, quoi. Ça va, la page est tournée depuis 1991. On est dans un autre monde. Et dans cet autre monde, on continue à se comporter comme dans la période de la guerre froide. Et ça donne des catastrophes. Parce que vous menacez, vous êtes conduit à menacer des gens qui ensuite prennent des décisions qui sont irréversibles. Si on va prendre, je vais laisser de côté. Poutine, c'est notre faute. Non, non. Comme je m'attendais à ça et à cette simplification, on va mettre ça de côté, d'accord? Donc simplement se retirer. Non, non, non. Oui. Non. Moi, j'étais mignon. Écoutez un raisonnement jusqu'au bout. La géopolitique, c'est dans le temps long. C'est pas dans les 5 minutes d'une émission de télé. Donc ça prend du temps, les gens se mettent un moment à réaliser. En ce moment, les États-Unis d'Amérique sont en train de menacer la Chine. Bien. Alors, attendez-vous à ce qu'un jour ou l'autre, les Chinois aient une réaction. Ils sont tellement nombreux qu'ils ont des réactions plus prudentes que d'autres, mais qu'ils aient une mauvaise réaction. Il faut arrêter de considérer que nous avons vocation à dominer le monde et que les autres ont vocation à être dominés, à faire ce qu'on leur dit. Dans le cas de l'Ukraine, ma position est super claire. Non aligné ne veut pas dire neutre. C'est à vous que je parle, puisque vous dites la neutralité. Non aligné ne veut pas dire neutre. Ça veut dire que, suivant les circonstances, vous faites un choix ou un autre quand il y a un conflit. Mais que vous n'êtes pas automatiquement sur la position des États-Unis ou automatiquement sur la position d'un autre. Donc là, en étant dans l'OTAN, on est forcément dans la position des États-Unis. La position des Américains, donc on sort parce de que l'OTAN. c'est eux qui mènent. Alors, dans le cas de l'Ukraine, il n'y a pas de discussion pour un non-aligné. La Russie a envahi l'Ukraine, c'est intolérable. Et pourquoi ça? Pas seulement par rapport aux Ukrainiens, mais par rapport à nous, Français, qui avons dit depuis des lustres que l'Europe ne devait plus être un champ de bataille. Et on a même une stratégie militaire qui est prise à revers par la situation que nous connaissons aujourd'hui, qu'est la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire, tu me tires un cheveu, je t'explose la tête. C'est ça la stratégie de la dissuasion. Sauf que là, il envahit le voisin, et qu'est-ce qu'on fait tous? Rien. Parce qu'on est mis au pied du mur d'une guerre, et on a raison de ne pas en rajouter. Il y a bien longtemps, moi ça fait 10 ans que j'alerte sur l'affaire de l'Ukraine. Je disais, mais arrêtez, vous n'allez pas vous battre au milieu de 16 réacteurs nucléaires. Et en plus, là où il y a le sarcophage de Tchernobyl. Donc discuter, fût-ce à perte de vue avant, mais pas ça, on est dans la guerre maintenant. Bon. Donc je disais tout ça pour corriger. Donc ma position est, les Russes sont coupables. Alors comment on s'y prend? Donc, Poutine est coupable. Déjà, ça c'est mais ça c'est clair. Une certitude absolue. Et puis je le dis avec force, parce que ce type a changé le cours de l'histoire et il nous en propose une nouvelle en Europe. Le cours de l'histoire, ça sera à nouveau le rapport de force et la violence. Eh ben la réponse c'est non. Si c'est moi le président, la réponse est non. Alors vous faites quoi? Vous êtes à l'Élysée, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Alors attendez. Maintenant on en vient. Là il y a toutes sortes. Il y a que les naïfs qui croient que la contre-attaque est neutre, amicale, bienveillante. Ça coûte rien aux Américains, par exemple, de dire on va bloquer le gaz et le pétrole. Forcément, ils en consomment pas du russe et ils en ont pas besoin. À l'inverse, mais je veux pas sous-entendre des méchancetés. Et ils en vendent mais tiens, exactement. Le pétrole et le gaz américain sont rentables, le gaz de schiste sont rentables à $60 le baril. À un moment donné, c'était descendu à 50. Ils étaient donc crevards. Là, c'est monté à 115. C'est la joie chez eux. Ils pavoisent. Ils vont faire des milliards de bénéfices et ils viennent voir les Européens en disant hey, oh, le gaz russe, hein, c'est terminé. Hein, vous prenez le nôtre. Les Allemands leur ont dit donc, si vous nous donnez du gaz au prix où les Russes nous le donnent, on prend le vôtre. Ben, ils peuvent pas, on le sait très bien. Le pétrole, ils prennent que 8% à l'extérieur. Qui sont allés voir pour en avoir la meilleure du monde? Le Venezuela. On m'a cassé les pieds pendant 10 ans.
15 ans avec le Venezuela, et au premier choc, ils sont courir au Venezuela, dire « Ah ben oui, c'est là qu'il y a la plus grosse réserve de pétrole du monde. » Bah tiens, c'est pour ça qu'il y a des histoires depuis si longtemps. Ils sont même allés voir l'Iran, ce qui est une erreur absolue que d'aller négocier avec les Iraniens, quoi que ce soit, à part le fait qu'ils ne fassent pas de bombes atomiques. Bref, l'ordre du monde est en train de se réorganiser. C'est pourquoi je dis aux Français, prudence, n'allez pas vous fourrer dans le wagon de l'un ou dans le wagon de l'autre. A priori, il n'y aura pas d'embargo européen. Ça semble... Peut-être bien, mais ça a failli. En revanche, on nous demande de moins nous chauffer. Vous êtes d'accord avec ça? Non, mais il faut qu'on dépense moins d'énergie. De 2 degrés, a dit Sandrine Rousseau ici même sur ce plateau. Bon, ben, je pense qu'il n'est pas la bonne idée. Ça tient pas compte des réalités. Et François Hollande a dit ce matin, il vaut mieux grelotter un petit peu plus que de trembler face à la Russie. C'est des formules, tout ça. C'est facile à faire quand on est au chaud et qu'on a la bouche bien pleine. Il y a 12 millions de personnes qui ont déjà froid chez eux. Faut un peu revenir dans le réel. Ça n'a pas de sens. Ils sont pas dans le réel, François Hollande et Sandrine Rousseau. Je pense qu'ils sont un peu éloignés des réalités d'un certain nombre de Français. Je veux pas être méchant à leur égard, mais ils ne comprennent pas qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont froid. Oui. Donc, allez pas leur dire en plus, allez cette fois-ci carrément dormir dans la rue. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et encore une fois, je pense que le système de contre-attaque n'est pas adapté. Les sanctions économiques, alors tout le monde vient faire des gargarismes sur les plateaux. Les sanctions économiques, oui, les sanctions économiques, bravo, les sanctions économiques. Vous voulez pas de sanctions économiques, monsieur Mélenchon, comment ça se fait? Racontez-moi comment les sanctions économiques sont venues à bout de Cuba, 0. Comment les sanctions économiques sont venues à bout de l'Iran, 0. Comment les sanctions économiques sont venues à bout de la Russie la dernière fois, non seulement oui, mais alors, 0, comment on fait mais moins que... Attendez, comment on fait reculer les chars d'Ukraine alors? Yes. Si vous êtes à l'Élysée dans un mois et demi, vous faites comment? Mais attendez, d'abord écoutez. Mais j'écoute. Non, vous n'écoutez pas. Donc les sanctions économiques, ça ne fonctionne pas. Alors que faut-il faire? Voilà. Il faut cibler la contre-attaque. Il faut faire de la politique. Il faut réfléchir politiquement. Quelle est notre plus grande force aujourd'hui? C'est pas les chars, on n'en enverra pas. C'est pas les couloirs aériens. Heureusement, on n'en fera pas de couloirs d'interdiction parce que ça, c'est la guerre immédiate. Le seul ressort qu'on a, c'est la politique. Elle repose sur 2 plans. La capacité des Ukrainiens à résister et la capacité des Russes à s'opposer à la guerre. Des Russes. Il y a un mouvement en Russie. Les Russes ne sont pas tous d'accord pour faire la guerre. Donc c'est au cœur du système qu'il faut frapper. Les oligarques. Alors quand on vient me dire qu'on prend des sanctions et que je vois que sur la côte d'Azur... On a saisi des yachts. Non, pas un yacht. Et moi, je vous ai dit, si vous voulez saisir tous les yachts, vous avez qu'à téléphoner aux unions départementales CGT, toute la côte. Ils vont vous dire où ils sont. Et pareil pour les villas. Et pareil pour le reste. Et ça provoquera un soulèvement en Russie contre Poutine? Je vais vous expliquer comment vous croyez qu'il décide Poutine. Il regarde le peuple. Ça se passe mal parce que ça se passe mal. Il regarde les types qui l'entourent. Et les gars vont lui dire, où vous allez là? Moi, on m'a pris mon yacht, on m'a pris ma machin, on m'a bloqué mon compte, j'ai plus rien. Je suis plus rien à cause de vous. Donc vous avez intérêt à affaiblir le pouvoir, à l'affaiblir par les soutiens qu'il pourrait avoir. Les soutiens sont de nature, les dirigeants économiques russes et le peuple russe. C'est là qu'il faut frapper pour mettre en mouvement et aider. Voilà l'idée que je m'en fais. Tout le reste est du bavardage. Parce que ça ne marche pas. Donc vous ne feriez pas de sommet avec les Européens? Si, des sommets, il en faut, c'est bien. C'est bien à Versailles, quand même. À Versailles aujourd'hui. Oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Ce qui se passe en Antalya. Et ce qui se passe en Turquie? En Turquie, en Antalya. Alors, sous l'égide du président Erdogan. Posez-vous la question. Comment se fait-il? Le président de l'Union européenne actuellement, c'est Monsieur Macron. Il téléphone sans arrêt, paraît-il. En plus, vous êtes... franchement, moi, je vous ai trouvé en dessous de la main, les journalistes. Le mec, il rejoue la scène des fusées à Cuba. Parce qu'il y avait eu vous n'avez pas l'excuse des jeunes. Oui, il fait Kennedy avec le téléphone, avec la photo, la guerre dans le monde. Le mec, il n'arrête pas de téléphoner, paraît-il, il discute, on ne sait pas de quoi. Et à la sortie, où vont discuter les gens? Ailleurs. Ils vont en Turquie, où ils ont demandé au gouvernement d'Israël, sauf erreur, Israël, c'est au Moyen-Orient, c'est pas sur le territoire. Alors j'espère qu'ils vont y arriver. Le Premier ministre est en train de faire le tour. Je souhaite son plein succès. Quelles que soient les remarques que je pourrais avoir à faire sur ce gouvernement, je souhaite son plein succès Mais enfin, c'est un échec, une déroute totale. L'Europe est hors jeu. L'Europe est ridicule et on va se réunir à Versailles et on va faire à nouveau la rirette, oui, alors on va faire la défense européenne. Alors ça commence bien, les Allemands achètent des avions américains et pas des avions français.
on va faire... Et tout est à l'avenant. Ces gens sont incapables de garantir la sécurité de la France. Donc on s'en occupe tout seul. Vous qui êtes toujours très critique sur cette Europe-là, reconnaissez qu'elle s'est réveillée. Quand même, il y a eu un moment, donné, peut-être que ça ne durera pas. Non, mais consultez les gens sur ce plateau. Il n'y a pas que moi qui vais parler. Eux, là, qu'est-ce qu'ils en pensent? Que c'est merveilleux? La réplique de l'Europe, c'est nul, ça ne vaut rien. Donc je ne fais confiance à personne. La France se défendra toute seule. Et elle a une armée complète. Donc gare à qui s'en prendrait à nous si c'est moi qui dirige ce pays. Alors, attendez, ça veut dire quoi, gare à qui s'en prendrait à nous si c'est moi qui dirige ce pays? La réplique sera foudroyante et cruelle. Militaire? Évidemment. Mais si on attaque les frontières de la France, oui, la réplique sera militaire et terrible. Et nucléaire? Elle sera ce qu'elle doit être. Vous savez, François Mitterrand, moi je peux pas m'amuser à faire ça parce que j'ai déjà trop fait. Hein. Il avait dit, on lui a dit, c'est quoi la dissuasion? Et Mitterrand, il répond, c'est moi. Bon, ça veut dire, si vous avez peur de moi, vous aurez peur du reste. Alors, peur de moi, ça c'est garanti. J'ai justement une question par rapport à l'attitude de l'Europe. Quel regard vous portez dessus leur réaction face au leadership, on va dire, du président Zelensky, qui encourage à toujours un peu plus intervenir, qui dit qu'on n'en fait pas assez, etc. Alors moi, j'ai vraiment, il y a une sorte de warning, hein, je vous le dis, qui s'alerte, parce que je comprends le soutien à l'Ukraine, et il est normal. Par contre, j'ai l'impression qu'il prend un peu le lead, et s'il y a un leader, c'est qu'il y a des followers. Alors moi, je trouve que l'Europe suit un peu facilement. Alors je sais pas, est-ce que c'est une impression, ou quel est votre regard dessus? Il est président de l'Ukraine. Au départ, le gars, c'est un acteur. D'ailleurs, il n'est même pas... Alors lui, il n'a pas voulu de débat de second tour. On lui dit, on veut faire un débat. Il dit, ah ben non, moi, j'y connais rien, donc pourquoi voulez-vous que je fasse un débat? Bon, il a été élu comme ça. Reconnaissons qu'il s'en sort plutôt dignement. Je veux dire, il ne s'est pas effondré. Il aurait pu avoir horriblement peur, parce que ce qui leur arrive est terrifiant. Hein. Donc, il réagit bien. Deuxièmement, il défend son pays. On ne peut quand même pas lui reprocher. Pardon? Il n'a pas fui. C'est déjà il n'a pas fui, il est là, il se bat, il mène bien la guerre des images, il se débrouille bien. Bon, après, il défend son pays, il trouve qu'on n'en fait pas assez, c'est normal. D'autant qu'il a bien compris, le gars, parce qu'il y a ce qu'on raconte pour faire plaisir aux gens qu'on prend pour des imbéciles, et puis la vérité. La vérité, c'est que le jour où les États-Unis d'Amérique ont commencé à dire « s'ils font une incursion limitée, a dit M. Biden, il n'y aura pas de problème ». Tout le monde a compris le message, il ne se passera rien. Et quand M. Biden a décidé qu'il n'y aurait pas de couloir d'exclusion aérienne, ce que j'approuve, hein, sinon ça veut dire la guerre nucléaire, eh bien, tout le monde a compris que les Russes feraient ce qu'ils voudraient aussi longtemps qu'ils voudraient. Donc, ça me rappelle, comme je suis vieux, ça a au moins l'avantage de l'expérience. Je me rappelle une fois, il y avait eu un coup d'État en Pologne, hein, avec des généraux, tout ça. Et alors, on avait demandé au ministre des Affaires étrangères français, on lui avait dit, c'est M. Chesson, on lui avait dit, alors bon, qu'est-ce que vous comptez faire? Et Chesson avait répondu, faire? Il dit, ah ben non, rien comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a un partage du monde. C'est ce que j'ai mis dans mes premiers textes. Mais je fais très attention maintenant à chaque mot. À une semaine du vote, j'ai pas envie d'aller me fourrer dans un nid de frelons dont je ressortirai pas. Mais clairement, le signal qui a été donné, c'est il ne se passera rien. Donc alors c'est quoi le nouveau partage du monde, là, aujourd'hui? Le partage du monde, c'est que les États-Unis adressent un signal et ils auront bientôt leur contrepartie. Ça, c'est la géopolitique comme elle se passe. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que la guerre froide n'a jamais véritablement cessé. Exactement, vous êtes en train de le dire. Parce que les États-Unis d'Amérique n'ont jamais voulu que ça cesse. Au début, c'est pas moi qui le dis. Si c'était moi, Mélenchon, vous diriez, Mélenchon, il est pris par ses yeux. C'est logique ce que vous dites. C'est ce que disent tous les commentateurs de haut niveau. Demandez à Védrine, demandez à Villepin, demandez à... C'est pas ce que cherche Poutine, là, aux dirigeants. Non, mais lui, c'est fini. Lui, il est passé à autre chose. Il a essayé un temps de dire, est-ce qu'on peut s'arranger? Est-ce que vous m'acceptez? Les autres ont répondu, non, on veut pas de vous. Pas les autres, les Américains. Il y a eu ces deux blocs. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore ces deux blocs bien distincts qui s'opposent. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Et le problème, c'est que personne n'arrive à aller l'un vers l'autre. Eh ben, on continue. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le retour à deux blocs. Et je ne veux pas. Il n'est jamais vraiment parti. C'est pas un retour parce qu'il n'est jamais vraiment parti. Mais peut-être bien. Mais ça, on sait pourquoi et à cause de qui. Donc maintenant, on recommence pas avec les Chinois. On recommence pas avec la terre entière. Il y a des signaux d'alerte maximum. On vote une résolution à l'ONU qui condamne l'intervention russe. C'est quand même pas rien. Autrefois, c'était tarif minimum. Ouais. Tu rentres chez le voisin, on n'est pas d'accord. Ouais, l'Inde, comme la Chine, s'abstient. C'est-à-dire la moitié de l'humanité. Des grands pays comme l'Afrique du Sud, qui n'est pas un ramassis de bolcheviks, s'abstient. Et je pourrais vous en citer. Le Sénégal, qui est la nation frère, la nation sœur, pardon,
des Français, bon, c'est comme ça depuis toujours, ils s'abstiennent. Ça veut dire qu'il y a un maximum de nations dans le monde qui disent stop, on en a marre, on ne veut pas recommencer la baston de la guerre froide, cette fois-ci sur deux fronts. Je termine en vous disant que je trouve ça ridicule d'aller coller les Russes dans les bras des Chinois au moment même où on dit qu'on a un problème avec l'industrie chinoise. Il vaudrait mieux, comment dire, s'entendre avec l'un, avec l'autre, et puis voir s'il y a moyen de moyenner, que d'en faire un bloc. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je réagis comme je suis en train de le faire avec passion, parce que j'ai toutes ces choses à l'esprit. Alors aujourd'hui, que faut-il faire? Aider l'Ukraine. Frapper politiquement ceux qui sont coupables, pas les peuples. Et puis pas dire aux Français que le prix de la guerre, c'est de grelotter, de plus manger, d'avoir une explosion des prix, parce que ça, personne va être d'accord pour mener une guerre comme ça. Jean-Luc Mélenchon, vous avez exposé donc votre stratégie sur l'Ukraine. On va parler dans un instant de l'élection présidentielle, mais via les propositions concrètes, notamment la retraite à 65 ans, et puis cette dynamique là qui vous emmène. C'est celle de Macron. Macron. Non, mais que les auditeurs n'aillent pas croire que. Mais bien sûr bien sûr. À tout de suite face au GG. Jean-Luc Mélenchon est avec nous en direct depuis 11h. Il est avec nous jusqu'à midi. On vous a entendu exposer votre vision stratégique, diplomatique face à ce conflit russo-ukrainien. Question de nos GG. Joël Dagosseri, coach de vie. Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie. Et Mehdi Guézard, chef d'entreprise. Joël Dagosseri. Oui, je reviens un peu sur des sujets un peu très franco-français et très terre-à-terre, mais il y a un grand absent, je trouve, et je trouve que c'est... alors, j'impute la faute à la gauche plus qu'à la droite. C'est le logement. Très, très peu de débats sur le logement. C'est 30 à 40% du budget d'un Français, parce qu'on parle souvent de pouvoir d'achat. Je rappelle que tu as travaillé dans le logement social. J'ai travaillé dans le logement social. Ans, Et voilà, j'ai une histoire avec le logement qui est un peu particulière, parce que je l'ai déjà dit ici, mais voilà, j'ai subi une expulsion avec mes parents, donc je sais que c'est quelque chose d'assez important, c'est un besoin essentiel, si on peut dire. Et on n'en parle absolument pas. Et je trouve que c'est une faute, notamment de la gauche, parce que ça grève le budget. Je suis désolée, c'est de plus en plus cher. Il n'y a pas assez de logements. Il y a un mal logement en France. Alors j'aimerais savoir, vous, est-ce que peut-être vous avez des propositions qui vont pouvoir, déjà, alléger le budget, donc renforcer le pouvoir d'achat, pouvoir répondre à la demande qui est toujours de plus en plus croissante, c'est la démographie aussi. Donc est-ce que vous avez quelque chose sur à nous mettre sous la dent, s'il vous plaît? Je partage votre souci. J'ai envie de vous dire, on arrive à parler de rien depuis ces temps derniers. Alors on est passé direct de la Covid à la guerre d'Ukraine. Et tout le reste, c'est comme s'il n'y en avait pas. Heureusement, il y a eu un événement en cours de route, vous avez dû le suivre, c'est la Fondation Abbé Pierre qui tous les ans présente son rapport. Heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, on en parlerait jamais. Et en effet, il y a un intérêt pour certains à pas en parler. C'est ça que je voudrais d'abord vous dire. Pourquoi? Parce que c'est la rareté du logement qui fait exploser les prix à l'autre bout de la chaîne. Si les prix à Paris et dans les centres-villes explosent, c'est parce qu'il y a de la difficulté à se loger. Faut construire. Article 1, bien sûr, et article 2, à bien se loger. C'est-à-dire, pas seulement, si vous voulez, si les HLM, moi j'ai habité là-dedans pendant un certain nombre d'années, j'avais pas envie d'aller ailleurs, jusqu'au jour où j'ai emménagé dans une grande barre qui faisait une longueur pas croyable, à Planoise à Besançon, et où quand un gars perçait à un bout de la barre, toute la barre se tapait la perceuse jusqu'à l'autre bout. Donc c'est être bien logé dans des logements bien isolés, du son, le droit au silence, pardon. C'est la première fois qu'il va en être question dans toute la présidentielle. Donc je l'évoque, ça va pas durer. C'est tout. Le droit au silence. On a le droit à vivre au calme. Or, nous ne pouvons plus vivre dans le silence. Bon, bref, je continue sur votre question, sur votre interpellation, et je dis, c'est vous qui avez raison. Mais comprenez pourquoi on n'en parle pas. C'est parce qu'ils n'ont pas envie que soit posée la question de savoir comment un pays qui construisait 300 000 logements dans les années 70 est pas foutu d'en construire plus de 100 000 par an. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Est-ce qu'on manque de bras? Non. Est-ce qu'on manque d'ingénieurs? Non. Est-ce qu'on manque d'architectes? Non. Est-ce qu'on manque de place? Non. Donc c'est fait volontairement. Ruiner le logement social, le rendre de mauvaise qualité, rendre l'habitat impossible. Moi, j'ai mon âge, donc j'ai pu m'acheter à temps à Paris. Et le prix a explosé. J'ai rien fait, moi. J'ai rien changé à la rue. On reproche d'être propriétaire à Paris aujourd'hui. Oui. On dit Mélenchon, il est riche. Non, mais bien sûr qu'on le dit. Et le fait est que mon appartement vaut déjà 300 000 de plus que le prix que je l'ai payé au point de départ. Alors après, je veux dire aux gens,
pour ceux qui ont du bien. Hein. Bon, moi, je peux pas le manger, mon appart. Hein. Je peux pas m'habiller avec, je peux pas boire, je peux rien faire avec, d'autre que de me loger dedans. C'est pas normal que ça vaille un fric pareil. Si bien que les villes qui sont les plus équipées, les centres-villes, bénéficient à une élite sociale, hein, je dis pas élite intellectuelle, pendant que tous les autres sont condamnés ou à pas être logés. Alors, 4 millions de mal logés dans ce pays, c'est quelque chose. Alors, 300 000 personnes. Comment on Je fait, construis 200 000 logements par an. D'accord, on va y aller à la grosse bétonneuse. Et parce que c'est le seul moyen. En même temps, concilier ça avec justement la partie écologique de la chose, c'est-à-dire un peu moins d'urbanisation. Comment vous faites pour concilier ces deux Ah bon, alors d'abord, choses je vais vous dire, d'abord, je commence par un truc de modestie, ce qui est rare chez moi. Je suis pas omniscient. Deux, c'est pas le président de la République qui fait les plans d'urbanisme, c'est les collectivités. Mais je veux quand même pas biaiser avec votre question. Déjà, l'un des premiers aspects de la conquête écologique, c'est de s'assurer qu'on ne construit pas des passoires thermiques. C'est-à-dire qu'on construit des logements bien isolés, ce que j'ai dit tout à l'heure. Deux, qu'on modifie les matériaux qu'on utilise. Accrochez-vous à votre chaise, je suis pour développer le bois terre-paille. C'est-à-dire d'autres matériaux plus naturels, qui ont une résistance au feu qui est supérieure à celle du béton, ça paraît incroyable, et qui ont des qualités thermiques que n'a pas aujourd'hui le béton. Donc nous allons modifier la manière de construire, ce que l'on construit, et aussi la façon de le construire. Puisqu'on est dans les sujets concrets, il y a le logement et puis aussi il y a la retraite. Attends, j'ai pas fini, je veux bloquer les loyers. Partout dans toutes les villes. Mais bien sûr. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Il y a un mois, vous n'aviez pas prévu que ça serait la catastrophe que c'est aujourd'hui. Oui. Bah, Personne n'a prévu que ça serait ça. Là, vous avez un proprio à côté de vous. Hein. C'est ce qu'on cherche. Il y a plusieurs logements, il va pas être content. Mais il n'a pas l'intention d'augmenter les loyers, le proprio que j'ai là à côté de Mais moi. le problème, c'est que les loyers augmentent par rapport au taux d'inflation. Ouais. Donc, si l'inflation... Non, l'inflation, elle vient... S'il y a de l'inflation, automatiquement, le loyer augmente. Alors, vous Maintenant, avez si vous bloquez... Non, mais tout dépend de la période économique dans laquelle on est. Si la période économique est bonne, automatiquement... les loyers n'augmentent pas, mais si ça coûte plus cher, si les charges coûtent plus cher, si tout ce qui est charges collectives coûte plus cher, si tout ce qui est entretien coûte plus cher, automatiquement les loyers augmentent. Il a raison. Donc je bloque tout. Vous bloquez mais non, mais alors c'est pas que vous bloquez que le loyer, vous bloquez tout alors. Attendez, écoutez-moi. Si vous bloquez tout, moi c'est pas grave, je peux même le baisser le loyer, hein, pas de souci. Voilà, merci de le dire. Si vous bloquez tout. J'avais besoin que monsieur fasse la démonstration, qui n'est pas un parti pris, le gars, c'est pas un milliardaire. Hein. Non. Non, loin de là. C'est pas un parti pris. Il a fait un investissement, il a acheté un logement, il le loue, il veut pas perdre d'argent dessus. Bon, moi je dis, c'est pas possible, les gens ils sont là comme ça. Donc c'est plus possible, vous pouvez pas les charges continuer. collectives augmentent. Parce qu'à un moment donné, non, mais je suis d'accord avec vous, mais à un moment donné, si vous n'avez plus de locataires, ça vous arrange pas non plus. Non plus. Non, parce que je vous tombe dessus pour réquisitionner votre logement vide. Ah bah c'est ça. Vous voyez, donc voilà. Alors, donc on a intérêt, vous et moi, à la même la chose. Moi j'ai intérêt à ce que vous augmentez pas les loyers, j'ai intérêt à ce que les gens qui sont dedans puissent vivre normalement, et tous les deux on a intérêt. Donc on bloque les prix. Quel prix? J'ai dit je bloque les loyers, mais monsieur a raison, je bloque le prix de l'essence et des carburants, parce que ça vous coûte dans les charges. Oui, donc, bien sûr. Bon, c'est une écononomie administrée. Bah oui, voilà. là. Non, alors, C'est du dirigisme. ok, alors j'enregistre l'argument. Savez-vous, cher ami, que jusqu'à 1986, tous les prix étaient contrôlés dans ce pays. Bah oui. Sous le général de Gaulle, qui était un moment de communisme de guerre, comme souvent s'en rappelle, tous les prix étaient fixés dans des bureaux. Moi, je dis pas tous les prix. Oui, mais Je dis les prix de première nécessité. C'est notre époque. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais les prix de première nécessité. Alors on m'a dit, c'est lesquels les trucs de première nécessité? Vas-y Mélenchon, c'est le concours de l'ENA permanent. Il faut répondre à tout. Alors je réponds, je me suis renseigné. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent? Pas un truc bureaucratique qui tombe du dessus, où vous avez une poignée de mecs qui décident dans un bureau le prix que ça va faire. Donc, le carburant, par exemple, c'est... Alors, le carburant, alors ça, c'est réglé d'avance. Ça, c'est bloqué. À combien vous Non bloquez seulement... Non, moi, je veux le ramener au prix où il était. Mais à combien? 1,40. 1,40. Ouais. D'accord. Et vous le restez bloqué pendant combien de temps? Vous le Le bloquez temps qu'il faut. Ça, c'est comme le fût du canon de Fernand Reynaud. Exactement. Ça. Ouais, c'est mais pas moi qui ouais, déclenche. mais c'est pas une réponse. Non, mais si, c'est une réponse. 1,40. C'est répondre une connerie, c'est pas une réponse. C'est-à-dire dire, alors je vais durer 3 mois, je vais durer 2 mois. Ça, c'est une connerie. Vous savez combien de temps va durer la guerre? Vous savez combien de temps les États-Unis d'Amérique vont demander aux gens de se passer du pétrole des Russes? Non, vous le savez pas. Alors pourquoi moi je le saurais? Je suis donc obligé. Pour l'instant, bloqué. Moi, j'ai pris un 40, c'est pour faire de la provoque. Hein. Bon, pour montrer que on peut passer de blocage à contrôle. Quand on contrôle, à partir de là, il faut dire quels sont les produits de première nécessité. Il y a une méthode. À La Réunion, ils ont trouvé une idée super intelligente. Le préfet a, du fait de la loi, le pouvoir de contrôler un certain nombre de prix, comme c'est le cas dans tous les DROM. Et ils ont décidé de convoquer
une conférence de citoyens qui tirent au sort et qui décident ensemble quels sont les produits qu'il faut bloquer. Parce que vous avez entendu monsieur à l'instant, son métier c'est garagiste, pas agent immobilier. Pourtant, il fait une réponse économiquement sensée. Il dit, moi, si vous augmentez pas les prix du reste, je peux même baisser les loyers. Vous l'avez entendu comme moi. C'est pas moi. C'est logique, mais il n'y a pas que moi, tout le monde le fait. Bon, et ben voilà, les gens les charges sont devenues tellement importantes où on est obligé d'augmenter tout. Voilà. Alors, donc moi, j'essaie de répondre à ça. Tu répercutes le prix des augmentations à tes clients. Si vous prenez à La Réunion, il y a 153 prix qui sont contrôlés. Alors, je vous prie de mettre de côté la caricature à mon sujet. Vous avez le droit, hein, pas vous, hein, mais je dis en général, les caricatures. Donc non, je n'ai pas l'intention de collectiviser toute l'économie. Les coiffeurs ne seront jamais des fonctionnaires de l'État. Et pourtant, ils sont indispensables. Ni la restauration. Bon, on arrête, tout ça, c'est des bêtises. Je parle de 153 prix. Je vous propose, vous êtes dans une situation de déséquilibre total. Si vous faites confiance au marché, vous êtes mort. Le marché, c'est le chaos. Parce que le marché va faire monter au plafond les prix d'un certain nombre de produits, pas tous, mais des produits clés. Si vous augmentez l'énergie, vous êtes pris à la gorge. Si vous augmentez l'alimentation, c'est ce qui va se passer. Les gens vont être pris à la gorge, déjà qu'ils mangent pas assez. Et puis, il n'y a pas que nous. Il y a les pays qui nous entourent. Imaginez-vous que l'Algérie, aujourd'hui, elle importe 20% de son blé des Français. Mais pas que des Français, des Russes. Parce que le grenier à blé du monde, c'est la Russie. Ouais, il y a le Canada. Par conséquent, aussi. tous les pays vont être déstabilisés. Qu'est-ce qu'on va faire, les amis ? Il faut bien avoir une capacité à gérer en prenant des mesures qu'on n'a jamais appliquées jusque-là. Si vous continuez à croire que le marché va régler vos problèmes, vous êtes mal barré. Hein. Eh ben, on va vraiment mal. Vous, Jean-Luc Mélenchon, troisième et dernière intervention de Jean-Luc Mélenchon dans un instant. Les retraites, le deuxième tour, et puis les questions de Kevin et de Mehdi. À tout de suite. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC. RMC Story, c'est un nouveau face au GG qu'on vous propose avec un candidat à l'élection présidentielle. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui est avec nous. Le président de la République est entré en campagne à Poissy. Et il propose la retraite à 65 ans. Ça a été confirmé par le porte-parole du gouvernement qui confirme la proposition du candidat. Bon, alors on va rien dire sur la réunion de Poissy, mais il a presque battu, là, comment il s'appelait, le gars, Olivier Stirn. Le gars, il avait amené des figurants dans la salle qui payaient pour venir écouter et applaudir. Là, ils ont choisi les gens. Mais passons, c'est sa conception à lui du débat. J'espère que ça va mal tourner pour lui. Mais alors, la retraite à 65 ans, bon, ben, cette fois-ci, c'est dit. Hein. Alors, 65 ans, il n'a pas dit après le nombre d'annuités, mais 65 ans. Alors nous avons un désaccord absolu. D'accord ? Lui est pour la retraite à 65 ans, moi je suis pour la retraite à 60 ans. Je ne sais pas combien d'annuités. Pour l'instant, on en est à 43. Hein ? C'est bien ça. C'est ça. La moyenne d'un jeune homme ou d'une jeune femme, il prend le boulot vers le premier CDI vers 23 ans. Avant, c'est des petits machins, des petits trucs. Bon. Ils n'arrivent pas à bâtir une carrière complète. Ça veut dire partir en retraite à plus de 66 ans. Donc, ce qu'il dit, lui, c'est la situation me convient et je vais l'aggraver. Je suis contre. Il n'a pas calculé ce que ça coûte en frais de chômage supplémentaires, parce que les personnes de 59 ans, ou même de plus de 55 ans, ont du mal à trouver du boulot. Plus de 60 ans, c'est dur. Alors, imaginez-vous ce que ça va donner. Ce que vous allez économiser d'un côté dans la retraite, vous allez le retrouver de l'autre dans les charges d'emploi. Vous dites 60 ans. Oui. Et pas un mois de plus. Sauf si vous voulez. Dire, si vous voulez, vous continuez. Mais moi, à 60 ans, c'est retraite à taux plein. On déclenche à taux plein. Oui, non, mais je vais vous expliquer le fond de mon affaire. Moi, je pense que la société et l'économie est au service de la personne, pas l'inverse. La personne n'est pas au service de l'économie. Il faut pouvoir financer le système. Alors là, vous avez raison. Il faut bien aussi savoir le financer. On sait le financer, c'est pas le plus dur. Mais on le décide. Ça donne des priorités. Et c'est pas la même idée que celle qu'il se fait lui, qui est de dire il faut travailler plus. Mais plus que quoi ? Vous avez déjà les ouvriers, les travailleurs les plus productifs du monde. 65 ans, c'était jusqu'en 1981. Bah oui, après on a changé. Et depuis, on vit quand même beaucoup plus tard. Et on part à 63 en moyenne. Alors, attention, nous allons connecter deux faits d'une grande importance. En 81, on décide que c'est plus 65 ans, et depuis, avez-vous dit, vous, pas moi Mélenchon, vous, depuis, on vit plus longtemps. Autrement dit, c'est parce qu'on travaille moins longtemps qu'on vit plus longtemps. Réponse, est-ce que oui ou non, ça vous convient ? Non mais attendez, parce que c'est vrai, je ne vais pas vous en faire le reproche, c'est la vérité. Depuis qu'on fait travailler les gens plus longtemps, l'espérance de vie recule, et l'espérance de vie en bonne santé recule. Ah non mais attendez, ça c'est des faits objectifs. Donc il faut travailler moins longtemps. Et quand je dis travailler, je demande qu'on entende, on parle du travail salarié. Un retraité, il travaille.
il fait son jardin, il s'occupe de ses petits-enfants, il participe à la vie associative. Heureusement qu'il est là pour aller faire élu municipal dans le petit village où personne n'a le temps d'aller faire ça et de se dévouer. Donc, une personne qui est à la retraite n'est pas une personne inutile, c'est une personne qui est utile d'une autre façon et des fois beaucoup plus décisive dans la société. Donc, retraite à 60 ans, à taux plein. Pour ceux qui ont une carrière complète, ça j'arrive au pouvoir, c'est dans 2 mois, ceux qui ont une carrière complète, plus aucune retraite en dessous du SMIC. D'accord? Pourquoi? Parce que la retraite, ça remplace le salaire. On est d'accord? Puisque ce qu'on appelle les charges, quand on est patron, et les cotisations sociales, quand on est salarié, c'est du salaire différé. C'est-à-dire les gens ont cotisé, c'est pas un cadeau qu'on leur fait, c'est leur argent. Hein. Et il ne faut pas trop me chercher sur leur argent et l'équilibre des comptes, parce qu'on va pouvoir discuter de savoir... Parce que Mehdi, vous n'avez pas entendu, il vous a demandé comment vous financez. Comment on finance tout ça? J'y viens. D'abord, je termine. Allez-y, il nous reste 9 minutes. Oui, bah, c'est une mesure de salubrité publique. Lui, 65 ans, moi, 60 ans. Décidez-vous. Si c'est moi, il y aura 60 ans. Et ça ne traînera pas, ça sera fait d'entrée de jeu. Pourquoi? Je le redis une nouvelle fois. Je ne fais pas une carrière, accrochez-vous au mur, d'accord? J'ai 70 ans. Je n'aspire qu'à un honneur, faire exactement ce qui est marqué dans mon programme, de manière à ce que ce pays, pour une fois, voit que la politique engage celui qui prononce des engagements. Allez-y. Comment on finance tout ça? Moi, Monsieur Mélenchon, moi je suis entrepreneur, je suis un petit entrepreneur qui essaye de se développer un peu dans la vie. Et vous êtes, et ne prenez pas ça surtout mal, hein, mais vous êtes aux yeux des patrons ce qu'est Zemmour et aux yeux de l'immigration. Vous faites peur aux yeux des patrons. Vous voyez ce que je veux dire? Pour nous, vous êtes un peu le grand loup, vous voyez ce que je veux dire pour les patrons. Je vous le dis, hein, et ne prenez surtout pas ça. Mais je le prends pas mal, je sais que c'est vrai. Voilà, mais tant mieux. Donc voilà, comment d'après vous, nous en tant que petits patrons, et je précise bien sur ce terme-là, comment vous pouvez nous rassurer, parce que vous nous parlez toujours, et vous parlez toujours des salariés, mais c'est vrai que les patrons sans salariés ne sont rien, mais les salariés sans patrons, eux également. Alors Jean-Luc Mélenchon, réponse. J'ai 2 choses à quoi je dois répondre. Ouais, le en 2 minutes 30. Et la question de la place. Le meilleur ami du petit patronat, c'est moi. Pourquoi? Parce que moi, je remplis les carnets de commandes. Si vous avez quelqu'un qui gagne le SMIC, il va pas acheter des actions avec. Il va aller acheter des produits. Et il va aller vers ce qui, je l'espère moi, puisque je prendrai les mesures pour empêcher que les autres arrivent, d'abord vers les productions locales. Donc, si vous avez un gars ou une fille qui voit son SMIC passer à 1 400 € net, comme je le ferai, bien sûr, ça fait des cotisations sociales de plus pour vous. Sauf que vous en avez beaucoup, donc vous êtes exonéré. Mais j'ai aussi une réponse là-dessus. Bref, pour vous dire, celui qui a plus de sous, il vient vous voir quand la voiture tourne pas rond. Si il n'a pas les sous, il vient pas. Parce qu'il faut qu'il trie. Qu'est-ce que je paye d'abord? Le loyer, l'essence, et il fait le tri. Et vous savez pourquoi moi je parlais des coiffeurs tout à l'heure, c'est juste pour vous faire sourire. Je considère que le coiffeur, c'est l'équivalent d'une écrevisse dans une rivière. Quand les coiffeurs vont mal, c'est que toute l'économie va mal. Parce que la première dépense que vous supprimez, c'est le coiffeur. Hein. Vous allez chez le coiffeur, puis le jour où il n'y a plus de sous, vous faites coiffer par la personne avec qui vous vivez ou quelqu'un que vous connaissez. Et une écrevisse dans la rivière, c'est pareil. Quand il y en a, c'est que la rivière est en bonne santé. Quand il n'y en a plus, faites-vous du souci parce que, normalement, il y a des écrevisses. Alors, comment on paye? En général, pour la société. Après, on verra la petite entreprise. Vous avez 3 possibilités. Première possibilité, créer 1 million d'emplois. Il n'y a plus de déficit, c'est payé. 1 million d'emplois, de toute façon, nous les créons par l'activité qu'on déclenche. Samedi, vous avez une émission qu'on fait, nous, sur le chiffrage. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui vient de votre chaîne pour donner le coup de main à nous contredire. 1 million d'emplois, c'est le Jospin de 2002 avec les 35 heures qui est passé, voilà, c'est ça. Merci, monsieur. Oui, Monsieur Mélenchon, réellement, ils n'ont pas été très forts là-dessus, on va dire. Alors, réellement. Ils ont eu lieu. On va se dire les choses. Attendez, ils ont eu lieu ou pas? Oui, ils ont eu lieu. C'est la plus forte création d'emplois de tout le siècle. Alors après, on dit, mais comment ça a fait 1 million d'emplois et puis c'est tout? Bah oui, l'année suivante, vous avez 750 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. L'année suivante, vous en avez 750 000 autres. Et alors avec ça, vous avez des très intelligents qui vous disent, ah bah ceux qui sont au boulot, ils vont y rester. Donc comme ça, ceux qui arrivent, ils pourront pas y entrer. Question de Kevin La retraite crée de l'emploi, la diminution du temps de travail. Attendez, j'ai pas fini. Premièrement, 1 million d'emplois. Deuxièmement, vous avez plus simple encore. Vous payez les femmes comme les hommes à qualification égale. Ça paye la différence par les cotisations. Ça fait déjà 2 solutions. J'en ai une troisième. La troisième, c'est quand vous êtes, aujourd'hui, vous avez un plafond, 3 500 €, et après, vous payez un petit chouïa, pas plus. On met la progressivité
des cotisations sociales plus haut sur les très hauts salaires. Ça fait 3 points d'entrée. Et s'il n'y a pas assez, une année ou l'autre, je vais mettre des noisettes de côté en remplumant le fonds qu'a prévu Lionel Jospin et qui existe toujours et qui sert à aider quand il y a des creux démographiques. Où je vais chercher les sous. Mais là, j'ai pas de problème pour en trouver. Alors, voilà. Vous avez 5 personnes qui se sont remplies les poches depuis M. Macron. Ils ont doublé leur fortune. Ils possèdent autant que 27 millions de personnes. Le jour où il y a un trou trop gros, je prends là. Je dirais, écoutez, j'aimerais mieux vous laisser faire ce que vous voulez avec vos yachts, mais pas là. Ce coup-là, j'ai besoin de sous parce que j'en ai besoin pour 1 million de personnes. Rigolez pas, écoutez-moi. Non, mais vous avez le droit de sourire, mais ce que je veux dire, j'ai rigolé au sens intellectuel. C'est une hypothèse plus que sérieuse. Les gens qui sont des actionnaires du CAC 40, ils ont ramassé 54 milliards l'année dernière de dividendes. 54 milliards, c'est 1 million de personnes au travail pendant 1 an avec un salaire de 2000 € par mois. Alors donc, le partage, ça remplit les poches de tout le monde. Kevin Bossuet, maintenant. Alors, je ne voterai pas pour vous, mais j'ai beaucoup d'estime pour vous. Merci, je vous trouve monsieur. Cultivé, intelligent, vous êtes un très bon orateur et je trouve que vous êtes l'un de ceux qui menait la meilleure campagne. Moi, vous étiez l'incarnation de la gauche républicaine. Ouais. Et j'ai trouvé qu'au cours de ces dernières années, vous vous distanciez progressivement de la République. Vos propos sur les policiers, par exemple, ne m'ont pas plu. Quand vous appelez à désarmer la police ou que vous traitez certains policiers de barbares, ça me pose problème. Quand vous stigmatisez les Français qui souffrent de l'insécurité culturelle, alors que l'assimilation, c'est le cœur même de la République, ça me pose problème. Mais surtout, sur l'islamisme. Vous avez participé en 2019 à une marche contre l'islamophobie avec des organisations qui, moi, me posent problème. En outre, vous avez dit, il y a quelques mois, qu'il y aura sans doute, quelques temps avant l'élection présidentielle, un fait divers qui toucherait les musulmans et qui sera instrumentalisé, notamment contre vous, en le reliant à l'attentat de Mohamed Merah. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une instrumentalisation des musulmans, comme l'extrême droite l'est. Quand M. Zemmour ne fait pas la différence entre l'islam et l'islamisme, ça me pose problème. Et quand certains de vos amis, du moins c'est l'impression que j'ai, ne condamnent pas fermement l'islamisme, je pense qu'ils ne permettent pas le fait que l'on dissocie l'islam de l'islamisme. Et je pense que les musulmans de notre pays ont besoin de cette clarification. Donc, M. Mélenchon, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème d'islamisme dans notre pays? Si oui, comment lutter contre? Bon, il reste 2 minutes 30. Attendez, mais il reste 2 minutes 30. Peut-être bien, mais le gars, il a développé tout un argumentaire, donc j'ai quand même le droit de choisir à quoi je réponds. Bon, ma première réponse, quand vous dites désarmer les policiers, c'est faux. Je propose de désarmer les policiers dans les manifestations. Je vous signale que 32 personnes éborgnées sans un seul coupable, c'est un problème. On a envoyé ces valeureux Pandores en Corse. Le résultat, un gamin de 16 ans qui s'est pris une grenade encore dans la figure et une gamine qui s'est pris une balle. Alors moi, j'estime que c'est assez. Je ne mets pas en cause la police, je mets en cause la doctrine d'utilisation de la police. Donc je ne suis pas d'accord avec ces méthodes et je ne suis pas d'accord pour que reste impuni. Monsieur, je vous demande d'y réfléchir, vous êtes un homme jeune. D'accord? Vous avez donc sans doute peut-être des enfants ou bien vous en aurez. Imaginez-vous, qu'est-ce que vous dites d'une troupe dans laquelle il y a quelqu'un qui a lui aussi votre âge et qui est capable de tirer dans la figure d'un gamin de 16 ans? C'est quand même un problème. L'islamisme. Alors, attendez, on y vient. La manifestation, vous dites avec des organisations islamistes, pardon, pas des, il paraît qu'il y en avait une. Moi, j'ai manifesté, écoutez-moi, avec la CGT, avec la FSU, avec Attac, qui était là ce jour-là. D'accord? Et avec un certain nombre de gens de toutes sortes de partis. Et les gens qui étaient là, vous n'y étiez pas, mais je peux vous le dire, les gens qui étaient là étaient de parfaits républicains, pour 90% d'entre eux. À la fin, ils ont chanté la Marseillaise. Les musulmans français sont français, il faut se le coller dans le crâne, et ce sont nos compatriotes. Et si nous avons un problème, c'est celui d'avoir montré du doigt d'une manière offensante pendant des mois, des semaines, des gens qui ne vous ont rien fait, qui ont toujours défendu leur patrie avec courage. Je parle de la patrie française. Alors, pardon, moi ça me remplit de je veux l'unité de la France. L'enjeu de notre génération, c'est de réussir ça. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec l'islamisme politique? Comme partout. Bien sûr que vous avez des islamistes politiques. Qui est tué en général face aux islamistes politiques? D'abord, il y a diverses branches là-dedans. Il y a les gens qui tuent personne. Ils pensent qu'il faut mettre la religion au pouvoir. Nous, on dit, non, on ne mettra pas la religion au pouvoir. La religion chez elle et l'État chez lui. C'est la doctrine Victor Hugo. Ça n'est pas appliqué aujourd'hui. Parce que vous avez plusieurs départements français qui vivent sous concordat, sauf pour les musulmans. Moi, je suis pour que personne ne soit sous concordat. La religion chez elle. Alors, l'islamisme politique, je le combats politiquement. Les assassins,
qui est une autre variété, je les combats durement. Je suis pour qu'ils soient capturés, pour qu'ils soient mis en prison et pour qu'ils puissent leur peine. Et comme moi, des millions de musulmans le disent dans le pays. Moi, j'en connais pas qui m'ait dit « Ah, ça, c'était une très bonne idée d'aller égorger un prof dans la rue. » Tous disent c'est une honte. Et ils ont mal au cœur, les pauvres. Parce qu'ils se disent « Nous, on va être tapés 2 fois. » Parce qu'on souffre comme vous de voir un prof se faire égorger. Mais en plus, tout le monde va nous regarder de travers. C'est terminé, Jean-Luc Mélenchon. Ça passe vite, toujours avec vous. J'ai une question. Alors, il paraît que c'est fini. Il faudrait savoir, c'est à lui que vous prenez la réponse. Dernière question, il a eu sa réponse. Dernière question, si vous n'êtes pas élu président de la République dans quelques semaines, est-ce que vous arrêtez la politique? Est-ce que vous, par exemple, est-ce que vous représentez au législatif de juin? D'abord, commençons par une chose. Je n'arrêterai jamais la politique. J'espère avoir les moyens mentaux de pouvoir... Alors, j'ai connu des copains qui sont passés de l'autre côté en chantant l'international. Ils mouraient de cancer, mais ils mouraient en chantant l'international. Donc, moi, je peux pas faire moins. Hein. D'accord, mais est-ce que vous représentez... Alors, attendez, déjà, je vais vous expliquer une chose. Dans ma psychologie, dans ma manière de faire, quand j'affronte une situation, je ne m'occupe que d'elle. Donc, moi, dans mon esprit, je vais gagner l'élection présidentielle. Si je la gagne pas, je ferai face, comme monsieur, comme nous tous dans la vie. Vous avez prévu un truc, ça se passe pas. Bon, bah... vous examinez aussi lucidement que vous pouvez la suite des opérations. Alors donc, je militerai toute ma vie, quelle que soit la place que j'occupe dans la société. Parce que même si je suis élu président, vous savez bien que je ne ferai pas 2 mandats, hein, j'ai déjà prévenu tout le monde. Donc, de toute façon, ça sera ça. Qu'est-ce que je ferai au lendemain de l'élection? Je ne sais pas vous dire. Si je suis président de la République, je m'occuperai de ce pays. Si vous ne l'êtes pas, non, mais vous retournez au Palais Bourbon ou pas? Stop. Je ne prends pas cette hypothèse en considération. Demandez à madame qui est coach, si on part bien dans la vie en partant de l'idée qu'on va se planter. Donc là, vous n'avez qu'une envie, c'est de faire le débat avec Macron. Mais il n'y a pas de débat avec Macron, là, il n'y a pas de débat de premier tour. Ça, c'est clair, moi je suis prêt à débattre avec lui. Et je lui ai déjà dit, puisqu'il veut parler de rien, supposons qu'il ne veut pas parler de son bilan désastreux, mais au moins de l'international. Réfléchissez les gens qui m'écoutaient. En ce moment... il n'y a plus de gouvernement parce que c'est au Conseil de défense qui prend ses décisions. Il n'y a plus d'Assemblée nationale parce que c'est suspendu. Cet homme a les pleins pouvoirs. Et ça vous fait rien du tout. Vous êtes 30% à dire « Ah, quelle bonne idée, on va lui faire encore confiance. » Jean-Luc Mélenchon, misère, où on va. Vous serez au second tour, vous pourrez débattre avec lui au second tour. Oui, et je pense que, je vais vous dire, ça fera du bien à tout le pays. Quelle que soit l'issue du 2e tour. Pourquoi? On aura un débat avec 2 visions du monde différentes, mais sur des choses concrètes. Pas des discours abstraits sur la sécurité, l'immigration et ce truc, cette tarte à la crème qui nous empêche de parler de quoi que ce soit d'autre. On parlera des choses qui intéressent tout le monde. Le logement, comme a dit madame, la retraite, parce que figurez-vous que la vie des gens, c'est fait de ça. De logement, est-ce qu'on peut manger ou pas, est-ce qu'on peut aller à la retraite, est-ce que je répare ma bagnole, est-ce que mon gosse est bien traité dans la classe de monsieur, est-ce qu'ils sont 19 ou est-ce qu'ils sont 32, et ainsi de suite. Je pourrais continuer. Merci. Voilà, il y aura donc un débat qui mettra de la fraîcheur. Macron, Mélenchon, on parlera de choses sérieuses. Macron-Le Pen, bon, ça va recommencer le sketch à qui est plus tordu des deux. Merci Jean-Luc Mélenchon. On se retrouve demain à 9h midi.